Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bien que nous soyons en pleine folie Hogwarts Legacy avec l'arrivée imminente du jeu vidéo après tant et tant d'années d'attente, il n'y a pas que sur le terrain des jeux vidéo que l'actualité regorge de plein de petites choses concernant le Wizarding World et évidemment toute l'actualité de J.K. Rowling. En l'occurrence, aujourd'hui on a décidé de revenir sur un sujet qui est au cœur de l'actualité, notamment pour ce qui concerne les parcs à thème. Vous le savez, il existe des zones entières dédiées au monde magique de Harry Potter partout à travers la planète. 2 parcs aux États-Unis, 2 parcs en Asie, bref, dans quasiment tous les parcs Universal, à l'exception notable à ce stade de Singapour, il existe des zones dédiées au monde magique. Dans une série de vlogs estivaux, nous vous emmenions d'ailleurs à la découverte du Wizarding World of Harry Potter à Orlando, qui est la zone la plus développée à ce jour de la planète. Ces parcs sont extraordinairement immersifs et franchement extraordinaires tant dans la recherche du détail que dans le parcours qu'on nous amène à découvrir en tant que visiteur. Alors, soyons très honnêtes, tout Européen normalement constitué se rendant sur place se demandera pourquoi l'Europe n'a pas le droit à son propre Wizarding World alors que le Royaume-Uni est quand même le berceau même de Harry Potter. Aujourd'hui, on trouve des reproductions de Poudlard à Los Angeles, à Orlando, à Pékin et même à Tokyo, mais toujours rien du côté de chez nous. Alors, on nous dira qu'il y a bien le Making of Harry Potter à Leavesden en Grande-Bretagne, certes, mais pour avoir fait les deux expériences à de très nombreuses reprises, le moins que l'on puisse dire c'est qu'elles n'ont absolument rien à voir l'une et l'autre. Loin d'être concordantes, elles sont surtout extraordinairement différentes l'une de l'autre et probablement complémentaires d'ailleurs sur quelques points. Le Making of Harry Potter représente une interaction au cœur même des films et de la manière dont ils ont été conçus. Pour ce qui est des zones dédiées au Wizarding World of Harry Potter dans les parcs Universal, on plonge en plus dans des décors grandeur nature sans effets spéciaux, mais surtout pleinement en réalité dans l'imagination de J.K. Rowling. L'expérience est donc démultipliée au sein des parcs Universal. En soi, la présence d'un making-of à Harry Potter n'empêche absolument aucunement sur le papier la présence d'une zone dédiée au Wizarding World dans un parc d'attractions en Europe. Le seul problème, enfin le vrai problème, c'est qu'il n'existe évidemment, vous le savez, pas de parc Universal à ce stade sur le continent européen. Alors, vous nous direz, ce n'est pas grave, c'est la Warner qui détient les droits de Harry Potter, donc tout est possible. La problématique, c'est que tout cela est bien compliqué. Il faut remonter en fait aux origines des parcs d'attractions Harry Potter pour bien comprendre le problème et la problématique en fait dans son entièreté. Il est évident qu'il faut bien prendre en considération que le succès incroyable de Harry Potter, aussi bien en livre qu'en film, a très vite donné des idées aux parcs d'attractions. Les deux géants en la matière, on le sait, sont évidemment Disney et ses multiples déclinaisons américaines, européennes et asiatiques, puis Universal qui dans les années 2000 a traversé, il faut le dire, une crise existentielle en se demandant bien de quoi serait fait l'avenir. Alors, on sait que Disney se montre très rapidement intéressé et va émettre quelques propositions à J.K. Rowling, propositions qui étaient très minimales, voire très minimalistes. Outre le fait de développer une boutique, un restaurant plutôt rapide, la proposition tournait surtout sur la mise en œuvre en fait d'une seule attraction basée apparemment sur un cours de défense contre les forces du mal. Aucun plan particulier de développement n'avait été mis en œuvre et J.K. Rowling n'a jamais vraiment donné suite, d'autant plus que ses représentants se sont heurtés à une volonté farouche des dirigeants de Disney de ne pas faire de Wizarding World une exception au modèle des parcs et de ses partenaires, notamment pour ce qui concerne par exemple Coca-Cola. J.K. Rowling, on le sait, on vous l'a déjà dit, a toujours eu une volonté particulièrement forte de bannir tout ce qui était trop sucré au marketing de son monde magique. Bref, Disney ne s'était pas foulé outre mesure sur la proposition et donc très rapidement il y a eu une fin de non-recevoir des représentants de J.K. Rowling vis-à-vis de la firme aux grandes oreilles. Universal avait par contre une vision pour le moins complète et très prospective de ce qu'il pensait pouvoir faire autour de Wizarding World. En soi, Universal a conçu dès le milieu des années 2000 une petite révolution dans le secteur de l'entertainment et des parcs d'attractions. L'idée est simple, immerger le visiteur dans un environnement entier dédié à la licence. Il ne s'agit pas seulement dans l'idée d'Universal de créer une petite zone, mais bel et bien de consacrer une superficie non négligeable de ces parcs et surtout de pousser la logique immersive extraordinairement loin. Universal, à cette époque, va mal, va même très mal. Non seulement ils n'ont jamais réussi à concurrencer véritablement l'empire Disney, notamment Disney World qui est son principal concurrent sur le territoire américain, mais surtout le parc enregistre des déficits chaque année jusqu'à 36 millions de dollars de pertes par trimestre l'année précédant l'ouverture du Wizarding World of Harry Potter. Universal, pourtant, bénéficiait de solides franchises comme Jurassic Park ou Marvel, mais la mayonnaise ne prenait absolument pas. Universal à Hollywood fonctionnait à peu près correctement. En Floride, c'était loin d'être joyeux, et en Espagne, c'était franchement pas la joie non plus, puisque vous savez qu'effectivement, en Espagne, Universal détenait PortAventura.
Pour garantir la pérennité du modèle Universal, il fallait donc trouver une solution pour maintenir le modèle à flot, d'où un retrait de Universal à PortAventura, où effectivement on sait que cette firme a vendu la quasi-intégralité de ses parts et a retiré en fait toutes ses billes ainsi que son nom de ce parc conçu pourtant comme un concurrent au mastodonte qui était Disneyland Paris, mais qui n'a jamais évidemment malheureusement su trouver la voie pour accomplir entre guillemets ce dessin. Ça a toujours été la difficulté et Disneyland Paris a pu évidemment continuer à progresser comme ils l'ont fait évidemment depuis un petit moment. Universal dit oui donc à ce moment-là à tout ce que souhaite la Warner Bros et J.K. Rowling. Les réunions s'enchaînent et en 2007 un contrat est signé. Contrat, il faut le savoir, évidemment très juteux pour la Warner Bros et pour notre écrivaine favorite, un petit peu moins pour Universal, mais la firme sait que c'est un investissement et que donc évidemment il compte dessus. Le projet Strong Arm, entre guillemets bras fort pour les non-anglophones, est né et doit conduire à l'ouverture en 2010 d'une première zone à Orlando et l'année suivante en Floride. Les travaux sont considérables, mais le retour sur investissement est pour le moins phénoménal. De 36 millions de pertes par trimestre, on passe à 46 millions de bénéfices là aussi par trimestre. Les recettes des entrées augmentent de 85% pour atteindre les 159 millions de dollars l'année d'ouverture du Wizarding World of Harry Potter. Les recettes des restaurants et de la vente de merchandising augmentent elles aussi rétrospectivement de 104 à 156% pour plus de 34 et 42 millions de dollars supplémentaires. Donc on est vraiment sur un succès qui ne se dément pas. En 2009 et 2019, le nombre de visiteurs du parc fait plus que doubler. Pareil à Osaka où les revenus explosent de 109%. En Californie, là aussi les résultats sont spectaculaires et le succès ne fait que se renforcer au fur et à mesure des extensions ou de l'apparition de nouvelles attractions. En somme, Universal a mis la main sur la poule aux œufs d'or et engrange les milliards de recettes. Disney est d'ailleurs obligé de s'aligner très rapidement sur la stratégie développée par Universal. Alors, on sait que effectivement Disney va chercher à immerger ses visiteurs donc désormais dans des landes thématisées à l'excès, et on peut imaginer évidemment que sans Universal et le Wizarding World of Harry Potter, il n'y aurait probablement jamais eu de land sur Marvel ou sur Avatar ou encore moins par exemple sur la Reine des Neiges dans les parcs Disney. Ça semble être assez évident. Universal a trouvé la clé du succès et ne fait depuis d'ailleurs que le décliner en investissement toujours plus incroyable. Après l'ouverture il y a maintenant 4 ans ou 5 ans de Volcano Bay, qui est le troisième parc du resort Universal en Floride et qui est d'ailleurs aussi un parc aquatique, on sait que Universal vient d'annoncer la création d'un parc très familial, normalement consacré plutôt aux jeunes enfants. On sait qu'il va se construire au Texas, mais ne devrait a priori d'ailleurs pas contenir quoi que ce soit en rapport avec le Wizarding World, en tout cas à ce stade. Au niveau international, le développement en dehors de la Chine et d'Osaka reste très très prudent. Des plans pour un parc d'attractions à Séoul ont existé mais ont été abandonnés en cours de route. Et pour ce qui concerne l'Europe, on sait qu'il y a toujours eu beaucoup de regrets de chez Universal de se séparer de PortAventura. Cette logique d'abandon de sa position en Europe a peut-être été l'un des plus grands regrets de ce géant du divertissement. Pendant de très nombreuses années, ils ont souhaité se réimplanter en Europe par l'intermédiaire d'un parc indoor, c'est-à-dire en intérieur à Moscou. Une zone Wizarding World était d'ailleurs envisagée. Seulement ce projet semble évidemment aujourd'hui totalement abandonné pour des raisons politiques et probablement également pour des raisons commerciales. Le fait est donc qu'Universal n'a toujours pas trouvé sa porte d'entrée sur un marché européen qui est pourtant particulièrement lucratif. Alors des plans ont été pensés, fut un temps pour développer un parc en France, puis un parc en Italie, puis en Grande-Bretagne, puis enfin est venue l'heure de l'illumination. Enfin, presque. Depuis plusieurs semaines, on le sait, il y a de très nombreuses rumeurs, plus ou moins alimentées par Universal eux-mêmes d'ailleurs, qui laissent à penser que effectivement la firme pourrait racheter à nouveau PortAventura et mettre donc ainsi fin à près de 20 années de séparation avec le parc espagnol. Selon certaines sources, une annonce serait même en cours de développement et pourrait intervenir dans un délai extrêmement court. Alors, le retour d'Universal en Europe serait évidemment une très belle et très grande nouvelle, car il s'agit de parcs, pour le coup, qui sont très populaires, et on pourrait penser en effet que PortAventura subirait une sacrée transformation, voire même pourquoi pas un agrandissement de sa propriété en y ajoutant des zones dédiées à des licences désormais très solides, comme Jurassic World par exemple, ou encore Harry Potter. Pour plus d'informations sur le parc en lui-même, on vous renvoie à l'excellente et très complète vidéo de notre ami Alex Topia, qui a très bien résumé la situation. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse dans l'arrivée de ce nouveau
parc, c'est surtout la possibilité de voir apparaître une zone dédiée au Wizarding World of Harry Potter. En effet, l'arrivée d'un parc Universal en Espagne viendrait rebattre toutes les cartes d'un marché européen à ce stade totalement concentré à Londres pour ce qui concerne Harry Potter. Seulement, ce n'est pas parce que Universal envisage de racheter à nouveau PortAventura que cela signifie de manière automatique l'ajout d'une zone Wizarding World. Et pour cause, les contrats tripartites qui lient Universal, la Warner Bros et J.K. Rowling sont très complexes et constituent, on l'a vu, une petite difficulté pour Universal qui, contrairement à Jurassic World par exemple, ne bénéficie absolument pas des droits de Harry Potter et du Wizarding World en propre. Ainsi, pour voir émerger une zone consacrée au Wizarding World, il faut un accord tripartite en permanence et donc des négociations. En l'occurrence, l'Europe pose un vrai problème de fond pour la Warner, car pas encore d'installer des zones un peu partout dans le monde, mais l'Europe c'est quand même un point sensible pour deux raisons. D'une part, une raison de cohérence artistique. En effet, n'est-il pas un peu difficile à imaginer qu'une réplique de Poudlard puisse se trouver en Espagne et non en Angleterre par exemple ou en Écosse? C'est la première difficulté. Seconde difficulté, c'est la question de Livesden et des plans d'extension qui sont échafaudés depuis des années. On sait que des plans d'agrandissement prévoient de manière régulière l'ajout de nouvelles zones pour le making of Harry Potter et également parfois revient la possibilité de transformer Livesden en parc d'attractions, même si depuis le Brexit, cette hypothèse semble avoir évidemment vécu et trépassé. Le fait est que la Warner Bros fait face à un choix cornélien et pour le moins extraordinairement difficile. Peut-on accepter au final de renier une certaine cohérence artistique au risque d'ailleurs de faire baisser mécaniquement la fréquentation du making-of Harry Potter? La Warner Bros, il faut le savoir, n'est liée à aucune obligation contractuelle avec Universal pour ce qui concerne l'Europe et il en va de même d'ailleurs pour le Moyen-Orient. On sait par exemple que la Warner Bros exploite en propre certains parcs d'attractions, notamment à Abu Dhabi, où se situe le parc intérieur le plus grand du monde et où nous pouvons découvrir des univers qui leur appartiennent comme Batman ou Scooby-Doo par exemple. En fin d'année dernière, la Warner Bros a annoncé développer sa propre déclinaison de Harry Potter dans ce parc d'attractions, mais pour le coup sans Universal. Alors, on ne sait pas encore grand chose de l'expérience qui sera mise en œuvre à Abu Dhabi. Ce qu'il y a de certain, c'est que la Warner n'hésite pas, quand elle le peut, à reprendre les droits de sa licence et à l'exploiter directement. On pourrait dire la même chose d'ailleurs pour ce qui concerne l'arrivée du Making of Harry Potter au Japon ou les expériences Magic at Play à New York et à Chicago. Dès lors, et en partant de ce constat, il est évident que la question se pose plus que jamais pour l'Europe. Peut-on imaginer en effet que le monde magique britannique, que ce soit le chemin de traverse ou la zone Préolard-Poudlard, pourrait débarquer sur le territoire espagnol? Pour nous, il y a en gros, on vous le dit franchement, 50% de chances que cela se fasse. D'un côté, il y a certes la cohérence artistique en effet, mais il y a aussi et surtout la logique économique. Il semble en effet improbable que la Warner soit en capacité de faire sortir de terre à elle toute seule un parc d'attractions en Grande-Bretagne avec toutes les complexités financières et monétaires qui se présentent. Soyons réalistes, le coût économique est absolument titanesque et dans la période de crise économique et d'inflation que nous connaissons, nul ne sait vraiment de quoi demain serait fait. La Warner pourrait donc voir un intérêt à ce que le parc en effet se crée directement en Espagne pour faire tourner la machine à cash. Maintenant, reste évidemment à imaginer l'accueil du public européen qui est par nature un public, on le sait, particulièrement critique vis-à-vis des parcs d'attractions, même si en réalité ça cartonne. Alors, après, la Warner Bros pourrait être tentée, on va dire, de couper la poire en deux, en accordant à Universal les droits pour une implantation du Wizarding World of Harry Potter, mais peut-être en exploitant en réalité un tout nouveau projet qu'Universal est en train de développer outre-Atlantique. En effet, dans de précédentes vidéos, nous vous parlions du déploiement d'un 4e parc en Floride, intitulé Epic Universe, et qui proposera une expérience toute nouvelle pour le monde magique, puisque nous arriverons sur la très française Place Cachée avant de nous rendre au ministère de la Magie grâce à la poudre de cheminette pour assister au procès de Dolores Ombrage. Alors, on pourra nous dire qu'en effet, la cohérence artistique de trouver la Place Cachée parisienne en Espagne est un peu tirée par les cheveux. Mais il semble évident également que ce serait quand même moins choquant, entre guillemets, que de voir Poudlard dans un autre pays européen que l'Angleterre. Après, l'impact commercial, même s'il serait nécessairement gigantesque, ne devrait pas représenter non plus les mêmes dimensions que si on présentait par exemple une zone Préolard-Poudlard qui est quelque chose de beaucoup plus vendeur d'un point de vue commercial. La Warner pourrait donc soit envisager de couper la poire en deux, soit effectivement de céder à Universal et donc d'installer Poudlard et son attraction à PortAventura. À ce stade, il n'y a absolument aucune information officielle concernant l'ouverture de Wizarding World of Harry Potter à PortAventura, comme aucune confirmation d'ailleurs qu'Universal arrivera bien dans ce parc espagnol, même si les indices se font effectivement de plus en plus concrets avec l'achat de noms de domaine, la disposition de merchandising brandé Universal Resort depuis quelques mois dans le parc espagnol et que certains communiqués de presse indiquent effectivement qu'Universal détient des activités sur le territoire du Royaume d'Espagne. Bref, une annonce devrait en toute logique intervenir dans les jours, dans les semaines ou au plus tard dans les mois qui viennent. On peut imaginer que des annonces précises seront faites avec pourquoi pas l'adjonction de zones dédiées aux licences qui font le succès des parcs aux États-Unis
États-Unis. On verra exactement le contenu de l'annonce et les éventuels concept art qui pourraient se faire jour à l'occasion de cette annonce et on en reparlera. Ce qui nous semble assez certain, c'est qu'Universal et la Warner Bros doivent énormément échanger en ce moment sur la possibilité d'ouvrir une zone entière de Wizarding World of Harry Potter. Alors, quelle zone aurons-nous? Ça reste encore un mystère. Il y a le choix entre Poudlard, Préolard, le chemin de traverse ou encore, pourquoi pas, la place cachée. Ce qu'il y a de certain, c'est que nous avons particulièrement hâte de voir les annonces, car il sera évidemment beaucoup plus simple pour les fans français de se rendre au Wizarding World of Harry Potter en Espagne plutôt qu'aux États-Unis ou en Asie. Donc, voilà ce qu'on pouvait grosso modo vous dire sur l'arrivée de PortAventura avec donc le branding désormais d'Universal. On ne sait pas encore si ça va être confirmé ou pas. Voilà également ce qu'on pouvait vous dire sur la situation concernant le Wizarding World of Harry Potter, qui n'est pas une situation aussi aisée entre guillemets, parce qu'on pourrait vous dire voilà, si Universal reprend PortAventura, on peut quasiment signer immédiatement que oui, il y aura la zone Jurassic World. Signer immédiatement qu'il y aura la zone Wizarding World of Harry Potter, ça reste encore, on va dire, autre chose et un pas qu'on n'arrive pas à franchir compte tenu de la complexité des contrats et compte tenu effectivement de la difficulté d'implanter un Wizarding World of Harry Potter en Europe et qu'il ne soit pas en Angleterre. Donc bref, tout ça reste un point de questionnement. Donc c'est tout pour cette vidéo. Vous dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez voir arriver en Europe le Wizarding World of Harry Potter? Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire? Est-ce que vous préféreriez voir la zone de Poudlard et de Préolard, celle du chemin de traverse, celle de la place cachée avec le ministère des Affaires magiques, pourquoi pas de la France ou pourquoi pas celui du ministère de la magie britannique? Enfin bref, dites-nous vraiment tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux l'installer en Espagne? Est-ce que vous préférez finalement garder juste le making of Harry Potter uniquement à Livezen? On attend vraiment que vous puissiez en discuter avec nous dans les commentaires, car c'est votre avis finalement qui nous intéresse évidemment. Donc on en reste là pour aujourd'hui. Évidemment, dès qu'on aura des nouvelles concernant l'ouverture ou pas d'Universal PortAventura, on pourra faire le point et regarder un petit peu les annonces ensemble, et on espère véritablement avoir de bonnes surprises. Donc c'est tout pour cette vidéo. On vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end et on se retrouve pour plein de nouvelles aventures.